Mais néanmoins, il existe aussi des choses merveilleuses ici-bas, des amis. C'est grâce à eux qu'on peut supporter la détresse et le désespoir. C'est avec eux qu'on peut partager nos joies et nos peines. Ils ont compris avec le temps qu'ensemble, on est plus fort pour affronter les épreuves de la vie et les peines de cœur. Et il était pas seul, il avait ses amis pour l'aider. Écoute, le grand stade est peut-être fermé, mais nous, on est toujours une équipe. La nouvelle équipe de l'Avatar. On est là pour t'aider. Et on peut sauver la ville, tous ensemble. Oui, allons-y. On a tous déjà entendu ce genre de phrase cliché sur le pouvoir de l'amitié, que ce soit dans les animés, les cartoons, les livres ou même les films. Mais est-ce si vrai ? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui et vous verrez que la réponse n'est pas si simple. Car, bien entendu, l'entraide est source de réussite dans énormément de domaines. Elle nous permet de vaincre des ennemis communs comme lors d'une guerre, de sauver un maximum de personnes lors d'un cataclysme ou encore d'amener à bien des projets de grande ampleur. On s'en sort souvent mieux à plusieurs que seul, c'est évident. Mais parfois, certaines personnes peuvent nous ralentir. Ça nous est tous déjà arrivé de péter un câble devant une série post-apo dans laquelle un personnage est stupide à souhait et met le reste du groupe en danger. Oui, Karl, c'est à toi que je parle, car tu nous as tous cassé les couilles à la première saison de Walking Dead. Bon, désolé, je me perds. La vraie question que je me pose, c'est si le pouvoir de l'amitié peut permettre à quelqu'un de réussir dans un milieu artistique. La réponse est oui, ça peut permettre, mais est-ce vraiment une des recettes du succès ? Si vous me regardez, il y a de grandes chances que vous soyez des connaisseurs de rap. Donc si je vous dis collectif, vous allez forcément penser à la section d'assaut, le 995, l'entourage, la Funky Family, peut-être bien IAM, Sniper ou NTM pour la France, mais il y a aussi NWA, Wu-Tang Clan, Mobb Deep, A Tribe Called Quest ou De La Soul, etc. pour les États-Unis. Mais dans le milieu de la musique en général, les collectifs sont vraiment présents depuis très longtemps, même en dehors du rap. Et si on regarde d'un peu plus près, énormément de grandes stars solo que l'on connaît aujourd'hui ont fait leur début dans des collectifs. Il y a par exemple Michael Jackson qui était dans les Jackson 5, Harry Styles qui était dans les One Direction, Beyoncé dans les Destiny's Child, Justin Timberlake dans les NSYNC, Camila Cabello avec les Fifth Harmony, et en France nous avons eu Gims du coup dans la section d'assaut, Nekfeu dans le 1995 et l'entourage, mais aussi Soprano avec les Psychiatres de la Rime. Mais est-ce que ces collectifs se sont formés juste parce que les membres étaient tous des amis et voulaient faire de l'art ensemble, ou y avait-il une stratégie derrière ? Former un groupe, c'est une idée qui, je pense, tous les adolescents un temps soit peu fans de musique ont eu. Il y a eu par exemple les phénomènes des garage bands aux États-Unis avec le rock, qu'on voit dans toutes les séries et sitcoms américaines à un moment donné. Et aujourd'hui, vu que le rap est devenu le genre musical le plus écouté, beaucoup d'ados se mettent à écrire des textes et à rapper. Mais si avec le rock c'est totalement logique de former un groupe, car oui, je vois mal une seule personne jouer de la batterie, de la guitare et de la basse, et surtout tout ça en même temps. Dans le rap, c'est pas forcément le cas, car c'est une musique qui peut être créée totalement seule. Un ordi, une carte son, un micro, FL ou Word, ou juste une feuille de papier et un stylo, un petit peu d'imagination et hop, let's go, tu peux devenir le nouveau Tupac ou Eminem. Mais étrangement, beaucoup de groupes se sont formés dans ce genre musical. Donc certes, des amis peuvent vouloir former un groupe pour faire de l'art ensemble, mais le rap c'est quand même plutôt solitaire. Donc pourquoi faire un tel choix ? Justement, je pense que c'est une question de stratégie commerciale. Car oui, même si nous avons eu droit à des groupes, des boys, des girls bands en Occident, que j'ai déjà cités, faut avouer que l'Asie nous en a livré une chier immense. C'est simple, dans la K-pop, je connais qu'un seul artiste qui s'est fait connaître seul, et c'est Psy, et c'est peut-être d'ailleurs même lui qui nous a fait tous découvrir la K-pop en Occident grâce à son hit Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Mais du coup, à part lui, je ne connais que des groupes, et le plus souvent non mixtes. Il y a Blackpink, 2NE1, J-Idol, Red Velvet, Momoland, EXO, XG, BTS. Mais du coup, c'est que ça marche la stratégie des groupes, vu comment la K-pop a fait un raz-de-marée sur le globe ces dernières années. C'est même devenu du soft power coréen avec les K-dramas. Non mais genre vraiment, j'ai vécu la transition où on se foutait de ma gueule parce que je regardais des animés japonais et écoutais de la K-pop, que mes proches me sortaient des phrases du genre tes trucs de chinois là, à aujourd'hui où des darons regardent des séries romantiques coréennes et limite te lâchent des annyeonghaseyo avec le cœur avec les doigts. Oui du coup, c'est une stratégie de ouf, car ça permet à n'importe qui de se retrouver dans les morceaux du groupe, parce que plusieurs styles sont mélangés, que ce soit du rap, du rock, de la pop, voire même parfois du classique ou de l'électro, et même de s'attacher à un des membres, car il y a plus de chances que sur 4 membres, au moins un te plaise en termes de personnalité, contrairement à s'il y avait un seul artiste. Et si on rajoute à ça tout le côté télé-réalité que ça crée, avec les membres qui interagissent entre eux, que ce soit des marques d'affection ou même des conflits, ça crée un engagement avec le public. Lui fait une blague à lui, boum, un TikTok. Et elle est en drame avec elle, boum,
des tweets, de la polémique, et ça se résout, et elles redeviennent amies, et boum, les fans sont heureux, et des tweets. Et du coup, on fait quoi? On sort un morceau pour fêter le retour du groupe, et boum, des tweets. Je doute limite que ces événements soient parfois même orchestrés par les managers ou les labels eux-mêmes. En plus, avoir plusieurs membres, ça permet qu'ils soient répartis un peu partout en même temps. Pendant que l'un fait une pub, l'autre pourrait être en train de faire une interview sur un plateau de télé, le troisième en train de faire un feat avec un autre artiste, et le dernier en train de tourner un caméo dans un épisode de série. Du coup, le groupe se fait connaître rapidement par un large public, contrairement à un artiste seul qui n'a pas un emploi du temps infini et qui ne peut pas être à deux endroits à la fois. Et puis, s'il y a une séparation du groupe, les membres sont déjà connus et peuvent tenter une carrière solo. Mais là est le souci, parce que pas tous réussissent leur passage en solo. Un peu comme aujourd'hui avec Harry Styles qui explose tout sur son passage, alors que le reste des One Direction sombre un peu dans l'oubli. Bref, en termes de communication, stratégiquement parlant, les groupes, c'est une excellente idée. Mais il n'y a pas que sur ce point-là que de former un groupe, c'est bénéfique. Car l'autre bon côté des collectifs, comme cela, c'est que les membres entre eux peuvent s'entraider. Si l'une est meilleure danseuse, elle peut apprendre aux autres, et celui qui écrit le mieux peut écrire pour les autres. Bon, par contre, on va pas se mentir, dans la grande industrie de la musique, et surtout celle de la K-pop, les top lines, les textes, les danses sont imaginés par des chorégraphes et des paroliers au sein du label, et pas par les membres eux-mêmes. Mais dans un groupe beaucoup moins industriel, c'est une chance énorme de pouvoir mettre à profit les qualités de chacun des membres pour l'évolution du groupe. Surtout qu'en Corée, les groupes sont volontairement formés par l'industrie elle-même. Les labels embauchent les talents comme une équipe de foot pourrait embaucher un joueur et forment eux-mêmes les groupes. Les membres ne se connaissent pas forcément avant que le groupe soit lancé aux yeux du grand public. Et tout, ou presque, est dirigé de A à Z par des managers, des directeurs artistiques, etc. Que ce soit les instrumentales, les chorégraphies, les paroles, les styles vestimentaires, voire même parfois les caractères et personnalités des membres ou leur coupe de cheveux. Mais ils ne contrôlent pas la vie des membres autant qu'au Japon. Car oui, la stratégie de l'industrie coréenne est pas mal inspirée de celle du Japon avec les groupes d'idols. Au pays du soleil levant, les groupes font aussi partie intégrante de l'industrie musicale. Mais là-bas, l'industrie est bien plus stricte avec leurs membres. Par exemple, une des règles stupides chez les idols, c'est qu'elles n'ont pas le droit tout simplement d'être en couple. Vous connaissez sûrement cette tristement célèbre vidéo d'une japonaise au crâne rasé en pleurs. Il s'agit d'une idol qui présente ses excuses face cam car elle a eu la mauvaise idée de commettre l'horrible erreur de sortir avec un garçon. Mais la grande différence entre le Japon et la Corée, c'est que les membres d'un même groupe ne s'entraident pas. Au contraire, ils sont en compétition entre eux. Je pense notamment au groupe AKB48 où il y a 1000 membres qui sont répartis dans un classement et ces classements forment des sous-groupes. Dans ces sous-groupes, il y a aussi encore un classement. Et ce classement-là sert à savoir qui sera la leaduse du sous-groupe et du groupe en général. Et pour vous expliquer ce qu'est la leaduse d'un groupe, c'est celle qui sera placée le plus au centre et le plus au devant de la scène lors des concerts et qui aura les plus gros contrats, que ce soit pub, sponsor, etc. dans le groupe. Et ce classement est super important pour les membres car les contrats, que ce soit les clips dans lesquels elles vont tourner, les pubs qu'elles vont faire, les sponsors qu'elles vont avoir, etc. sont influés par ce classement lui-même. Et le pire, c'est que c'est les fans eux-mêmes qui votent pour ce classement. En fait, ils ont des bons dans les boîtes de CD qu'ils enverront au label et les fans les plus hardcore achètent des dizaines et des dizaines de fois le même CD juste pour pouvoir voter plein de fois pour leurs idoles préférées, juste pour qu'elles montent dans le classement. Et surtout qu'au Japon, le marché du CD est beaucoup plus important que dans le reste du globe. Ils ne connaissent pas trop le streaming, tout se fait par CD. Et c'est le pays où il y a les plus gros otaku de l'extrême. Donc, ce délire-là de bons et de classement, ce qui fait augmenter les ventes de fou pour le groupe, c'est une stratégie de dingue. Et vous savez comment ils font pour choisir qui sera la grande leaduse du groupe? Pas la petite leaduse des sous-groupes là, non, la grande leaduse du groupe AKB48 qui compte 100 membres. Celle qui aura les meilleurs contrats pendant 1 an, le maximum de pognon, etc. À un tournoi de pierre-feuille-ciseaux. シンデレラストーリーの幕が上がる. Oui, ils louent une grande salle qui fait 2 fois la taille du Stade de France, en plein Tokyo, et ils font un tournoi avec toutes les membres d'AKB48 de John Kenpon.
Même ça, ils arrivent à en faire un événement de ouf qui va leur apporter et du pognon et de la visibilité. Parce qu'en plus de faire salle pleine, il va être rediffusé à la télé en prime time, puis il va être posté sur YouTube et vous allez avoir des cons comme moi et d'autres youtubeurs comme Amixem, etc. qui vont faire des réactions dessus. Non, vraiment, après ça, comment vous voulez me faire croire que de former un groupe, c'est pas 10 fois plus stratégique en termes de communication, de business, etc. que de faire un départ en carrière solo? Vous ne pouvez pas faire ça en étant un artiste seul. Certes, vous allez faire des scènes, des concerts, peut-être des salles pleines, mais un événement comme ça, qui n'est pas de la musique, qui ne demande pas d'écrire, d'enregistrer des chansons, etc., de talent, juste de faire un putain de pierre-feuille-ciseau, tu ne peux pas le faire seul. En France, vous allez faire quoi? Vous allez envoyer Jul ou SCH sur scène, et il va faire pierre-feuille-ciseau contre lui-même. Et je vous vois venir les puristes du rap qui vont critiquer la K-pop en citant Jufris Corleone, là, le rap français fait de la K-pop, comme si c'était quelque chose de mal. Mais sachez que les Coréens vont tout niquer dans l'industrie du rap, dans pas long, et surtout sur le marché anglophone. Et si vous me croyez pas, écoutez ça. C to the OCO and AB popping on the NATO waves. Who would have thought Lil Tim would turn up on it like a fadeaway? He for the don't get lazy flow. When I'm away, no play, no games. Hold up, let me just play my throw quick. Okay. Live it in nobody, you never win that. The 모돌이 나시 우치라 못 take it the one. 못 타고 또 나 has not like us. Coco, na be the new genesis. Stage cock, I got flicking the wrist. Comedy show, we go put on to rest. Taking no L's and giving no F's. 차원이 달라. The one we're hunting with spent money power. Rip at the 겸손한 cosplay. 어리버리 따위 떠진 않아. 나 파릇은 눕힌 the rotten tomato. 나 파랗게 대포. 눈에 붓게 주는 바람직한 건 너 재미라. Surrounded by sound that made it. C to the OCO and AB popping on the Il y a même des rappeurs américains qui font des réacts sur ce freestyle et ils pètent leur crâne. Donc venez pas vous la jouer différent. Bon, on a vu comment ça se passe en Asie. Mais là depuis tout à l'heure, vous avez peut-être remarqué que je ne parle que de groupes de musique, qui sont certes une forme de collectif, mais pas collectif comme on l'entend. C'est-à-dire collectif de rap, genre le 995, etc. Et la différence, c'est que dans les collectifs, chaque membre a aussi une carrière solo à côté. Et ça, c'est une excellente chose, car ça permet de faire un effet, comme j'aime bien l'appeler, de courte échelle. Je m'explique. Un artiste du groupe se fait un public. Dans ce public, il y a forcément des personnes qui ne connaissent pas le groupe, ainsi que les autres membres, et donc, ils les découvrent grâce à cet artiste. Je découvre Nekfeu, donc j'apprends qu'il fait partie du 1995. Donc, je découvre Alpha One, Sneezy, etc. C'est un peu comme quand un feat nous permet de découvrir un nouvel artiste. Sauf que là, c'est beaucoup plus fort, car il y a carrément des albums entiers pour découvrir et apprécier les autres membres. Vous voyez peut-être un peu mieux l'idée de la courte échelle? Je pistonne mon pote et il me pistonne en retour. Puis dans le rap, où le texte c'est le centre de l'art, c'est arrangeant de ouf de faire des collectifs. T'as largement moins à écrire. Genre si on prend le 995 par exemple, ils sont 5 sans compter le beatmaker, et ils ont à peine 8 mesures chacun à écrire par morceau. Sans compter que des fois, les refrains sont répétés 3 fois. Genre niveau temps d'écriture et nombre de morceaux sortis, c'est bénéf de ouf. Mais du coup, c'est que ça a plein de bons côtés de former un collectif ou un groupe. Oui, mais ça a aussi son lot de problèmes. Par exemple, si l'un des membres a une casserole au cul, ça peut impacter les autres membres qui n'ont rien demandé. Et ça peut même leur briser leur carrière si la casserole au cul est assez grave, du genre un viol, un crime, etc. Puis, si l'un des membres veut se barrer, ça met forcément le groupe en péril. Mais ça enferme aussi les membres dans leur art, car il faut forcément être d'accord ou savoir faire des compromis pour que le groupe puisse avancer. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que beaucoup de groupes ou de collectifs sont gérés par des labels, avec une hiérarchie bien définie, et que peu de groupes indés existent ou arrivent à survivre assez longtemps. Et quand ils y arrivent, c'est qu'ils ont un leader bien défini. Et du coup, dans le rap, les groupes sont plus souvent appelés collectifs, justement par cette différence-là. C'est que les membres ne sont pas prisonniers du groupe. Ils ont leur carrière solo à côté, et le groupe en fait n'est pour eux qu'un plus, un bon moyen de se lancer ou de se faire de la pub. Et ils ne font généralement que 2 ou 3 albums en collectif avant de se séparer. Mais bon, ça change rien niveau stratégie, car au final, les membres bénéficieront toujours des avantages du groupe. Car même après la séparation, ils continueront de s'inviter en featuring sur leur album solo, voire parfois feront même des projets en commun, et souvent ils signent dans les mêmes labels, voire créeront les leurs. Et c'est justement pour ça que depuis le début de la vidéo, je prends le 1995 pour exemple. Car dans le 1995, vous avez Nekfeu qui a créé son label Senzu Record, vous avez aussi Alpha One qui a créé son label Dandada Record, mais surtout vous avez Funky Flav qui a créé le label Paninka Music. Et dans ce label-là, il y a plusieurs artistes que vous connaissez sûrement qui ont été signés. PLK, Giorgio, Tsu The Kid, ou même Therapy Taxi, ainsi que le S-Crew. Et là c'est assez particulier parce que du coup vous avez Nekfeu qui a créé son propre label dans lequel son deuxième groupe, le S-Crew, est signé. Sauf que ce groupe est aussi signé dans le label de son pote, membre du groupe dans lequel il a commencé sa carrière. Et ça leur permet juste en fait d'être doublement diffusé.
Et c'est là que vous allez peut-être mieux comprendre pourquoi PLK arrive facilement à avoir des feats avec d'autres membres du 995. C'est justement parce qu'il a signé chez l'un des anciens membres. L'un des derniers bons points qu'il y a de former un collectif, c'est les contacts. Et comme vous le savez sûrement, les contacts, c'est l'une des choses les plus importantes dans n'importe quel business. Grâce à ça, un jeune rappeur comme PLK peut avoir facilement des feats avec les artistes les plus connus, comme Nekfeu, Caris, etc. Parce que Funky Flav a leur contact et peut le mettre sur ce genre de featuring. Du coup, qu'est-ce qu'on peut en conclure de tout ça ? Comme on l'a vu avec le Japon et la Corée, avec la K-pop et les groupes d'idoles, le fait de former un groupe plutôt que de se lancer seul dans une carrière musicale est bénéfique au niveau de stratégie, de communication, de business, et c'est vraiment quelque chose qui est bénéfique pour des artistes. Donc, quand un groupe ou un collectif comme le 995 ou le Garage, comme j'ai pu en parler dans la vidéo de Régular, se forme juste par amitié, oui, le pouvoir de l'amitié peut aider quelqu'un à réussir dans l'industrie de la musique. Mais du coup, tous ces artistes solos, ils sont bêtes. Pourquoi ils se lancent pas en groupe, vu qu'ils ont forcément des amis, et que le pouvoir de l'amitié, comme on vient de le voir, est l'une des clés de la réussite ? Non. Parce que c'est justement là que je veux vous amener depuis le début de ma vidéo. En fait, j'ai envie de vous faire comprendre que tous vos artistes solos, que vous connaissez et que vous aimez, sont en réalité des groupes. Derrière votre musique préférée ou votre artiste solo ou votre album préféré, il y a toujours plusieurs personnes. Il n'y a pas que le chanteur, le rappeur, etc. Et c'est très rare qu'un artiste fasse tout lui-même et que là on puisse vraiment dire que c'est un artiste solo. Si vous êtes fan d'Orelsan, vous devez forcément connaître Skred, qui est son beatmaker. Posez-vous la question, pourquoi lui vous le connaissez alors que tous les autres artistes que vous écoutez, que ce soit Nekfeu, etc., ou même SCH, PNL, etc., vous ne connaissez pas la personne qui a fait les prods. Alors que honnêtement, une prod dans un morceau de rap, c'est 40% du taf. Derrière ça, vous avez aussi un ingénieur du son, qui est la personne qui va mixer le morceau, qui va mettre les effets, que ce soit l'autotune, le vocodeur, l'EQ, n'importe quoi, qui est encore, je dirais, quasiment 30% du taf. Vous avez aussi un directeur artistique ou un réalisateur qui va aussi gérer toute la cohérence de l'album, que ça soit de la pochette, de la couleur musicale, jusqu'aux paroles, etc. et qui va aider l'artiste à être cohérent de A à Z, que ce soit du premier morceau jusqu'au dernier. Et vous avez aussi un graphiste. Et c'est la raison pour laquelle j'ai parlé de Régular, parce que son taf est incroyable et que peu de personnes ne le connaissaient. Et si j'ai lancé ma chaîne, c'est justement pour ça, parce que ça fait depuis des années que je me rends compte que énormément de choses restent dans l'ombre et que j'aimerais qu'elles soient connues. Il y a énormément de choses qui sont super bien travaillées, qui sont de qualité, des gens qui se donnent à fond dans leur taf, qui mériteraient d'être connus et qui restent toujours dans l'ombre. Donc certes, vous pouvez dire que c'est prétentieux de ma part, que je vais pas faire découvrir quelqu'un avec une chaîne qui fait seulement 600 vues par vidéo, mais même si j'en ai fait découvrir qu'à 10 personnes et que ces 10 personnes-là ont aimé ce que je leur ai montré, j'ai réussi. Je suis un peu comme un petit gamin qui veut faire découvrir sa série préférée à un pote. Sauf que moi, l'une des choses qui m'a le plus énervé dans ma vie et qui m'a fait le moins regarder des séries, c'est justement ce pote qui te tape sur l'épaule à H24 et qui te dit « T'as vu cette série, elle est bien, t'as vu cette série, elle est bien, t'as vu cette série, elle est bien, t'as vu cette série, elle est bien. » Ça, c'est un truc qui me fait péter un plomb et au final, la série, je ne vais pas la regarder. Du coup, je préfère vous faire une vidéo en vous l'expliquant bien et en vous donnant réellement envie de regarder cette série. Ou même de découvrir cet artiste, comme j'ai pu le faire avec Régular, ou même juste de découvrir des métiers qui sont super importants pour toutes les choses que vous écoutez, que vous regardez. Et du coup, cette vidéo que vous regardez depuis tout à l'heure, où je parle de base de collectif, n'est en réalité qu'une genre de grande introduction, pas forcément nécessaire, pour une suite de séries de vidéos qui vont sortir sur ma chaîne. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais vous inviter à lâcher un like, à laisser un commentaire, voire même à partager cette vidéo, ça me ferait grandement plaisir, mais surtout à vous abonner, car il ne faudrait pas que vous manquiez le reste de ma chaîne, ainsi que les prochaines vidéos que je vais sortir, car dans celle-ci, je vais sûrement vous parler soit de personnes, d'artistes, d'œuvres, ou même de métiers qui restent dans l'ombre et qui méritent qu'on en parle. Passez une bonne soirée et au revoir.